Alors, on a ici l'Alière officinale. C'est une plante envahissante, mais qui peut être utile. Alors, c'est sûr, elle peut, si on la laisse faire, dominer les sous-bois, surtout dans les endroits plus ensoleillés, si jamais il y a eu des arbres abattus et que ça fait un trou dans la couverture du feuillage. Donc, on remarque que les feuilles sont essentiellement en forme de triangle et dentelées. Il y a les petites fleurs à 4 pétales. On va faire un zoom. Les petites fleurs blanches et l'écosse de graines qui sont assez longues et pointues. C'est une plante qui a pas d'odeur perceptible à moins qu'on la blesse. Et là, on va sentir une odeur qui est assez bonne. Et c'est utile si on veut la cueillir. On peut faire une épice qui goûte un peu l'ail et le cumin selon moi. D'autres disent que ça goûte plus le basilic ou la menthe. Donc, c'est une plante qu'on peut cueillir librement parce qu'elle est envahissante et qu'on donne un coup de main à la nature lorsqu'on la prend. Quant à quoi faire avec de l'alière, non, c'est pas le même plan que tout à l'heure, je me suis déplacée. Donc, on a les feuilles et les fleurs. Normalement, on va essayer de prendre le plant avant qu'il ait fait ses graines. Le goût va s'altérer après. Mais lorsqu'on a des belles feuilles encore fraîches, c'est encore utilisable. Mais pour avoir les meilleures propriétés aromatiques, ça va être vraiment un plant plus jeune qu'on recherche. Donc, les feuilles sont plus aromatiques, ont un goût un peu plus doux, tandis que les fleurs sont plus épicées, on a des petites notes de moutarde, je dirais. On peut les manger en salade, dans des pâtes. Peut-être que le goût n'est pas assez fort pour les pâtes, je dirais. Et ça fait un très bon pesto aussi. On le prépare comme si c'était du persil ou du basilic. On fait juste substituer pour ces feuilles-là et les feuilles selon combien vous voulez que ce soit piquant. Et vous voyez que ce n'est pas attaqué par les insectes. Les plantes autour, ils sont mangés. Cela n'attire pas les insectes. Donc vous allez avoir des feuilles qui vont être belles jusqu'à ce que la plante finisse naturellement sa vie. Ça, c'est justement à cause qu'elle était envahissante. Elle ne fait pas partie de l'écosystème. Il n'y a rien qui est spécialisé pour la manger. Donc, encore, je répète, si vous l'accueillez, vous rendez un service à la nature. Ici, on a de la renouée du Japon. On la connaît plus sous le nom du bambou à cause de la ressemblance. On voit les feuilles. Ils ont des tailles variables, mais toujours une espèce de forme de petite maison avec une base plate et un pointu en haut. La tige ressemble à du bambou avec des segments, avec des petites taches rouges. Mais contrairement au vrai bambou, elle n'est pas solide, elle ne peut pas servir à la construction. Et ce qu'on observe, là où est-ce qu'elle s'est installée, c'est qu'il n'y a pratiquement rien d'autre qui peut pousser. Ici, on voit que ce massif-là a été arraché, donc il n'est pas dense comme il serait d'habitude, mais c'est ce qui a repoussé en une semaine. Donc, on voit que c'est une plante qui croît avec beaucoup de vigueur et elle s'étale par des rhizomes, donc elle va prendre de l'expansion rapidement. L'arrachage, pour avoir le moindre effet, doit être très régulier. C'est ça, environ une fois par semaine. Et pour en disposer, on doit éviter à tout prix de les répandre parce qu'elles reprennent racine facilement. Donc ici, l'arrachage a commencé cette année. Il n'y a donc vraiment aucune repousse parce qu'elle fait une toxine dans le sol qui empêche les autres plantes de s'enraciner. Mais après quelques mois d'arrachage, comme j'ai observé à d'autres sites, on va avoir une reprise de la croissance des plantes indigènes. Donc, c'est quand même pas un effort perdu, mais ça doit être continu et même après avoir vu les plantes locales repousser, on doit continuer l'arrachage parce qu'elle va reprendre le dessus sans aide. Bon, on pourrait aussi se demander, est-ce que ça se mange du bambou? Parce qu'on sait qu'au Japon, ils vont manger des pousses de bambou. Eh bien, oui, ça se mange. C'est pas la même espèce que ce qui est consommé habituellement. Malheureusement, on est en été
et les meilleures pousses pour manger sont celles du printemps. On va quand même en trouver quelques-unes qui sont comestibles, ce sont les pousses plus jeunes. Mais plus on avance dans l'été, plus les nouvelles pousses vont avoir tendance à être ces petites tiges-là, minces, qui n'ont pas beaucoup de chair, même lorsqu'elles sont assez tendres. Le problème, c'est qu'en vieillissant, la plante devient de plus en plus fibreuse. Donc on voit, si on veut la casser, elle va pas se casser nettement. Donc je pense que je pourrais pas en trouver une bonne pour faire un exemple. Il y aurait celle-là, mais elle est vraiment petite. Elle ne serait pas un goûter très satisfaisant. Alors on pèle la peau, c'est assez facile, mais quand on veut en avoir une bonne portion, ça vaut mieux de prendre un couteau. Et ça peut se consommer à peu près de toutes les façons qu'on consommerait de la rhubarbe. Donc on peut en faire des tartes, des confitures. Et moi, comme je préfère, vu que j'aime pas bien la rhubarbe, je l'ai fait tremper avec de l'eau et du soda pour enlever un peu l'acide oxalique. C'est ce qui le rend surette. Ensuite, on bouille très rapidement. Très rapidement, je dis maximum 5 minutes, sinon ça tombe en pâte. Et je trouve que ça se sert le mieux avec une sauce à la crème ou au fromage. Étant donné que c'est riche en oxalate, c'est pas recommandé pour les gens qui ont des problèmes de reins ou à consommer avec modération. Ah, bon. En voilà un genre qui fait un bon exemple. Il est assez mince, mais c'est pas mal le mieux qu'on peut trouver en été. C'est vraiment le printemps, le temps de la cueillette. Bon, on voit qu'il y a une bonne épaisseur de chair. Ça fait un bon petit légume. Pour les plus aventureux, ici on a du panais sauvage, qui est aussi une espèce envahissante. Elle a été introduite pour sa racine comestible, donc c'est une sorte de carotte. Elle aussi, vu qu'elle est envahissante, ce serait avantageux si on l'enlève et la racine est bonne à manger. Mais si quelqu'un veut s'y risquer, il faut tenir compte que la sève est hautement toxique et elle va causer des dommages par contact. Alors il faut mettre des gants, des vêtements longs et tout mettre au lavage après pour ne pas rentrer en contact avec la sève. Une recommandation que je pourrais avoir en face des espèces envahissantes que j'ai présentées et des autres aussi, c'est de les signaler sur le site web Sentinelle Québec. Donc, c'est un registre des espèces envahissantes qui ont été observées au Québec. Vous pouvez vous inscrire et là, vous pouvez repérer sur la carte les observations que vous avez faites. Enregistrer, ça prend une photo. Vous prenez une photo, vous la téléchargez. Eux autres, ils vont pouvoir regarder la photo et approuver que c'est bien la plante que vous avez identifiée. Et éventuellement, s'il y a un budget pour aller les éradiquer, ben, ils vont savoir où les chercher. C'est probablement préférable à l'arrachage que je faisais moi-même. Parce que aller arracher sur un terrain public, c'est un peu hors la loi, donc ce serait peut-être pas la meilleure solution pour tout le monde. Mais sachant qu'il n'y a pas vraiment du budget pour s'occuper de tous les sites qui sont envahis, je vais laisser ça à votre conscience de voir est-ce que vous voulez intervenir directement.